bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de l'utilisation de la levure du double hybride pour identifier des partenaires moléculaires, protéiques de petites molécules. Donc, deux mots sur ce que fait Hybrogenics Service. Donc, dans l'activité de service Hybrogenics, qui regroupe un peu plus de 30 personnes, on a 3 lignes de produits. Découvrir, donc Discover avec du double hybride, le principal produit, du simple hybride avec l'ADN, du triple hybride ARN, et puis du triple hybride chimique, dont je vais vous parler juste après. Une gamme Validate pour caractériser, définir, identifier les domaines d'interaction, créer des mutants de perte de binding, de super binder, identifier aussi par des techniques biochimiques, caractériser les interactions, et puis un groupe qui fait inhibit, c'est-à-dire qui disrupte et module les interactions donc par des méthodes de criblage chimique typiques in vitro, en particulier du TER-FRET. Donc, on va parler ici de ce qui se passe de ce qu'on peut faire avec les petites molécules, et donc de ce qu'on appelle le triple hybride chimique, donc qui est adapté de notre plateforme habituelle de screening Ultimate Y2H. Donc, ça a été développé en partenariat avec un partenaire britannique dans le cadre d'un projet Eurostar. Donc, pourquoi identifier des interactions entre petites molécules et protéines? On peut comprendre des mécanismes d'action, identifier des mécanismes off-target, ce qui est évidemment très important. Ça participe au drug repositioning et aussi on a une approche qui permet de caractériser les composés du point de vue de la safety. Donc comment ça se passe? Vous voyez, vous connaissez bien le double hybride, un appât, une proie. Chez nous, des très larges et très complexes banques de proies. Donc le triple hybride chimique, c'est exactement pareil. On a toujours un appât, on va avoir toujours des proies. Ici, simplement, l'appât, qu'on appelle encore, c'est une protéine qui va lier spécifiquement une petite molécule chimique. Donc on utilise classiquement chez nous soit la DHFR de colis, en utilisant comme composé chimique le triméthoprime, soit le SNAP tag, que certains d'entre vous doivent connaître, qui est un tag de biologie cellulaire, et qui lie des dérivés des benzylguanines, donc de manière covalente, les deux systèmes étant parfaitement fonctionnels. Donc comment ça se passe? Quand il y a une interaction entre la petite molécule d'intérêt et la proie issue de la banque, vous avez dans la levure reconstitution d'un facteur de transcription fonctionnel, et ceci permet d'activer la machinerie transcriptionnelle dans la levure d'intérêt, et puis ça fait une colonie. Vous n'avez plus qu'à récupérer cette colonie et à identifier la proie qui a été codée et qui a permis cette interaction, après avoir vérifié évidemment que cette interaction est bien dépendante du produit que vous avez rajouté. Donc le process est rapidement décrit ici. Vous avez une petite molécule d'intérêt. Il vous faut la dérivatiser. Donc il faut établir, je vais y revenir rapidement, une stratégie de dérivatisation. Donc il faut synthétiser un composé chimique nouveau. Donc ça, il y a de la vraie chimie là-dedans. C'est un peu plus compliqué que faire juste la biologie moléculaire et de faire un clonage d'un nouvel appât. Ensuite, on va étudier la perméabilité dans la levure d'intérêt. Il peut y avoir des limitations dans ce domaine. Il faut que le composé, évidemment, puisse rentrer dans la levure pour que ça puisse marcher. Et ensuite, on va faire un crible. Classiquement, on va vérifier que les proies qu'on a obtenues sont bien dépendantes du produit. On va séquencer, on va analyser et classiquement délivrer les résultats au client. Donc la dérivatisation des molécules d'intérêt, c'est un point essentiel où il y a aussi du savoir-faire. Donc on a développé avec notre chimiste en interne et en partenariat avec nos partenaires de Charnoud Molecular, puisque c'est finalement une problématique chimique en soi, et donc il y a vraiment une réelle expertise pour définir, mais aussi une expertise chimique, de technique, pour avoir les bons modules, pour que ça se passe bien, pour que ce soit simple, et savoir quel type de réaction faire. Et là, il y a tout un travail qui a été mené en particulier pendant le projet Eurostar pour que ça puisse être un service suffisamment robuste et simple pour que ça puisse fonctionner. Alors, il y a pas mal de problématiques.
qui sont relativement évidentes, en tout cas sur le papier. Il faut choisir le meilleur point d'attache. Il faut savoir comment attacher, donc il faut avoir des molécules disponibles prêtes à faire pas mal de réactions. Là, le type de linker influence aussi la perméabilité et la solubilité du produit qui va être utilisé. Donc ça, c'est important parce qu'il faut qu'il rentre, il faut aussi que ce soit soluble. Donc en fonction de la molécule à étudier, on peut avoir envie de changer de linker pour maintenir une certaine solubilité et perméabilité. Donc là, il y a aussi des études qui ont été conduites pour déterminer quel type de linker pouvait être la meilleure, la plus optimisée avec quel type de molécule. C'est encore en cours parce qu'on apprend en faisant aussi. On n'a pas pu tester des milliers de molécules non plus. Donc il y a encore des choses à faire dans ce domaine-là. Et ensuite, évidemment, il y a la faisabilité chimique. Parfois, c'est très facile. Et parfois, c'est très compliqué, au sens où il faut resynthétiser entièrement la molécule en ajoutant des points d'accroche. Et donc, évidemment, ça fait aussi des variations dans le délai et aussi le coût de la prestation, au moins en chimie, puisque ça peut être des choses vraiment simples et des choses réellement complexes. Il peut y avoir aussi un savoir-faire du client en matière de chimie spécifique, et dans ce cas-là, il va finalement récupérer auprès de nous, acheter auprès de nous juste des modules prêts à être accrochés, et lui va mener la chimie de son côté dans son système. Donc juste un point que je pense vraiment intéressant, ces dérivatisations qui sont à frein et une limite, elles ont un intérêt, c'est que ça sert pas seulement pour la manip de triple hybride chimique. Une fois que vous avez dérivatisé, vous pouvez utiliser ces dérivés pour d'autres types d'expériences de reconnaissance, de caractérisation, d'affinement de cibles, en particulier en spectrométrie de masse, ou des tests in vitro quand il y a des cibles nouvelles qui n'ont pas où il n'y a pas d'essai simple. Vous pouvez créer des essais par compétition. Ça fonctionne bien. Je ne vous montrerai pas parce que je n'ai pas le temps, mais ça fonctionne bien techniquement. Donc vous créez des nouveaux essais de screening à très haut débit, aussi en utilisant ces dérivatisations et ces nouvelles entités, CHID, entités chimiques, inducteurs de numérisation qui ont été créés comme ça. Donc c'est un investissement, mais ça vaut le coup parce que vous pouvez faire plein de choses avec. Donc là, très rapidement, c'est un exemple ici. Vous avez des molécules qui ont été très étudiées, notamment par Laurent Meyer en affinité, chromatographie et spectrométrie de masse, comme la roscovicine, où on sait qu'il y a des endroits où on peut accrocher si on veut avoir les cibles, et d'autres où il vaut mieux pas parce que ça ne marchera pas. Bon, maintenant c'est facile parce que le cristal a été fait, mais à l'époque où ces manips ont été faits, c'était vraiment de la découverte puisque les produits étaient nouveaux et il n'y avait pas de caractérisation. Un autre exemple ici, si on prend ce composé, l'erlotinib, si on fait un accrochage ici, on sait déjà qu'on ne va pas avoir la cible connue, qui est le GFR, parce que ça ne va pas marcher, ça ne va pas se binder. Par contre, en accrochant ici, donc c'est des études qui ont été faites, on va pouvoir cribler dans la levure et on va identifier une nouvelle protéine qui éventuellement peut être responsable d'un off-target. Donc ça dépend ce qu'on cherche. Si on cherche à caractériser la cible, on va utiliser sa SAR et faire des points d'accroche là où ça ne modifie pas ou peu l'activité sur le produit. Si c'est au contraire un off-target qu'on recherche, là il faut être plus généraliste. Juste un exemple pour vous montrer comment ça se passe pour voir la perméabilité. C'est aussi parce que je voulais quand même vous montrer de la levure et pas que des petites molécules chimiques. Donc là, vous voyez des dilutions de gouttes de levure, donc c'est des levures qui poussent. Vous avez en fait une interaction de référence avec ici le TMP-DEX, avec la DHFR comme appât et le récepteur glucocorticoïde de rat ici comme proie. Donc vous mettez un peu de cette molécule ici chimique inducteur de dimérisation. Vous avez le milieu sélectif, ça va pousser. Quand vous mettez juste du TMP dans le milieu, donc ça va compéter avec l'appât, et là vous n'êtes plus capable de pousser, donc vous avez fait une compétition, et votre produit que vous vouliez étudier, dont vous ne connaissez pas la perméabilité, donc et lui-même est fusionné, vous pouvez voir s'il joue le même rôle que TMP, est-ce qu'il est capable de rentrer, dans quelles conditions,
et il va ici compléter. Donc vous savez qu'il va marcher, au moins il est capable de rentrer, il est capable de se fixer à l'appât. Donc c'est des manips finalement vraiment très simples, mais qui permettent de rendre compte réellement de la validité du composé en tant qu'inducteur de dimérisation dans la levure dans ce système-là. Et aussi, ça permet de contrôler au fur et à mesure du process de sélection que les boîtes, par exemple, que vous allez utiliser sont bonnes, parce qu'il vous suffit de remettre dessus un petit peu de ça et puis vos levures, et vous vérifiez que oui, vous en avez bien mis sur les quelques dizaines de boîtes qui vous servent à cribler in fine. Un exemple rapide de ce qu'on a pu faire. On a pris un exemple dans la littérature d'un composé donc, qui avait été publié dans un très joli papier dans Nature, qui est un hit d'un criblage high content screening, un criblage transcriptionnel cellulaire classique sur la voie Wnt. Donc la fin du criblage, c'est on a un hit, ce hit-ci, et on peut montrer qu'il est spécifique de la voie Wnt. Là, vous voyez, c'est un reporter transcriptionnel tout simple. Vous voyez que sur les autres voies, il n'y a pas d'activité, il ne se passe rien, donc il se passe quelque chose dans la voie Wnt induit par ce composé. Donc après, dans le papier, la cible de ce composé a été identifiée par spectrométrie de masse quantitative avec un produit, un analogue bioactifs, des manips de compétition, donc un travail extrêmement long et complexe, réellement, de haute volée en mass spec. Nous, on a voulu simplement savoir si, en dérivatisant ce composé, on était capable aussi de faire quelque chose en faisant des manips plus simples. Donc, qu'est-ce qui nous a vraiment servi dans ce papier? C'est qu'on savait où on pouvait accrocher la molécule, puisqu'ils avaient eux-mêmes fait un composé actif, avec un NH2 ici, donc on savait que quand on accrochait ici, on liait toujours la cible. Donc on a fait cette molécule-ci, on a criblé une librairie placenta standard, et on a identifié essentiellement, donc de façon très sympathique, les deux cibles qui avaient été identifiées en mass spectrométrie. Ici, vous avez l'avantage du double hybride Hybridgenix, on détermine directement le domaine de binding de la proie, puisqu'il y avait de très nombreuses, plusieurs dizaines de proies dans le crible de chacune des deux cibles. Et donc on voit ici que c'est le domaine ici enzymatique de ces protéines Tankérase 1 et 2 qui est lié par le composé. Donc pourquoi c'était intéressant pour nous de lancer là-dedans, au-delà du fait que c'est un nouveau produit, évidemment il bénéficie de tous les avantages d'Hybridgenix connus en termes de double hybride. On profite de la complexité de la librairie. On a déjà des équipes dédiées pour réaliser l'ensemble de ces cribles. C'est une méthode intéressante et sensible qu'on pouvait mettre en œuvre facilement. En plus, on avait des outils spécifiques qui avaient été développés au tout début d'Hybridgenix, plutôt à des fins de criblage de molécules, mais qui ont pu être réutilisés ici, en particulier des levures perméables, donc qui sont particulièrement adaptées à ce type d'expérience, surtout dans certains cas ponctuellement. En fait, ce n'est pas le cas général, mais il y a quelques cas où si on n'a pas rendu la levure plus perméable au produit, il ne se passe vraiment rien. Donc c'est une technique qui est rapide. Bon, par rapport à la technique de mass spec pour le composé dont je vous ai parlé, c'était nous, ça a pris même pas 2 mois, tout compris, la manip, alors que bon, la manip de mass spec a été publiée était très longue. Je vous avais montré donc un exemple, bon, mais qui est un exemple un petit peu de reconstitution très disons standard dans le sujet. Et là, je vais vous montrer que simplement, même si on des manips qui utilisent cette technologie et qui ont été faites par Kai Johnson et avec qui on collabore d'ailleurs, et qui vous montrent que c'est pas seulement pour retrouver des choses de la mass spec, mais il y a des choses vraiment nouvelles qu'on peut trouver et qui peuvent s'avérer très intéressantes, y compris en clinique. Simplement, dans un très beau papier de Nature Chemical Biology, entre plein d'autres produits,
Kat Johnson et son équipe, ils ont utilisé ce composé qui est le sulfasalazine qui est utilisé dans l'arthrite rhumatoïde. Ils ont trouvé une cible potentielle, disons un partenaire, une proie. La sépiaptérine réductase. Donc là, je vous montre simplement que on a vraiment un binding. On peut opérer une compétition dans la levure. Là, c'est simplement un pull-down classique fait dans des cellules qui vous montre qu'effectivement, il y a un binding au dérivé BG sulfalazide et que ce binding est compété quand on met du sulfalazide. Donc c'est un binding qui est spécifique du dérivé lui-même. Donc dans ce papier-là, ils ont montré que, oui, ils évoquaient précisément donc, comme hypothèse au niveau du mode d'action de ce produit dans cette indication, que donc, la protéine en question catalyse la dernière étape de la construction d'un cofacteur qui s'appelle le BH4. Ce cofacteur est essentiel, entre autres choses, pour la nitrique oxyde synthase. Et donc, vous voyez bien ici, pour la réaction inflammatoire, que ce composé était très probablement actif dans l'arthrite rhumatoïde via l'inhibition des NOS et des NOS induits dans cette pathologie. Et je dirais encore plus, puisque ça c'était juste un point de départ, et dans un papier plus récent de Science, ils ont pu montrer que en fait cette protéine, donc SPR, sépiaptérine réductase, était en fait une cible de l'ensemble des ce qu'on appelle les sulfadrogues, et donc ont pu montrer que les effets secondaires des sulfamines, qui sont utilisés depuis 1925 et encore maintenant, donc en particulier comme antibiotiques, et qui ont des effets secondaires diverses, mais qui étaient pas, donc qu'on ne pouvait pas caractériser d'un point de vue du mode d'action. En fait, tous ces effets secondaires passent par cette protéine-ci. Et donc, on sait quels sont les effets secondaires. On peut agir directement chez le patient en donnant des compléments qui passent mieux la barrière hémato-encéphalique, etc. Et donc compléter directement avec ces effets secondaires grâce à l'identification de cette nouvelle cible qui a été obtenue par la méthode du triple hybride chimique en levure. Simplement, pour vous dire que chez nous, c'est Marie-Édith Gourdel, notre responsable à la chimie, qui pilote ces projets. Kat Johnson, avec qui on travaille sur des développements innovants et à qui on fournit aussi des librairies de double hybride à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, Charles Moon Molecular, et puis un soutien de Eurostar via Oseo.